donné suffisamment d'argent pour que je puisse construire ma bibliothèque. Et il a pris, et ses frères étaient plus jeunes, ils ont pris une banque à l'âge de 13 ans. Non. Mais là, c'est... Non, pas à l'âge de 13 ans. Non, mais c'était dans la filiation. Là, ça a été réglé très tôt. Moi, je ne prends pas la suite de mon père, Abi Warburg. Mais toi, en tant que frère, qui va prendre la banque, les sous, toi, tu vas me financer la bibliothèque. Il commence en 1903, 1904, donc il a une vingtaine d'années, à collectionner des livres d'histoire de l'art. Il a fait des études d'histoire de l'art, et ensuite il va commencer la collection. En 1905 ou 2006, il y avait déjà 15 000 volumes qui existaient. 15 000. Et qu'est-ce que c'est ces volumes? L'histoire de l'art. Non, je dis pas oui, justement. Il y a l'histoire par rapport à la bibliothèque, et on va revenir après sur la bibliothèque. La bibliothèque va exister dans les années, fin des années 10, au début des années 20. Warburg va tomber malade en 18. Il a toujours eu beaucoup de difficultés à publier. C'était quelqu'un plutôt timide, peut-être, je ne sais pas, on peut dire. Il a eu beaucoup de mal à s'affirmer, il s'est marié, il avait des enfants, mais à un moment donné, donc sous hypothèse, sous l'impression aussi de la catastrophe de la Première Grande Guerre, il y a beaucoup de personnes qui ont énormément souffert. Il y a participé à la guerre? Non, il voulait participer, ce qui est paradoxal, hein, donc il voulait participer en tant que correspondant en France, parce qu'il parlait français, donc il y avait il voulait traducteur, mais la santé n'était pas suffisamment stable pour pouvoir s'engager, mais il y a d'autres artistes, il y a Kirchner, il y a Döblin, ce sont des personnes qui ont énormément souffert de ce qu'on connaissait de la guerre, et qui ont décompensé, comme on dit aujourd'hui. Hein. Donc, en 18, il va décompenser, il va développer une crise de persécution. Après, il va rentrer donc à la clinique. Il va rester entre 1920 et 1924 chez Binswanger. Il va sortir en août 24. Mais en parallèle, il a gardé le contact avec Fritz Saxel, qui est important. Saxel, il est très important. C'est Saxel qui va avec lui, en relation avec lui à la clinique. Bon, il n'est pas toujours bien, hein, donc il a des crises assez violentes, mais il a pu quand même continuer de travailler avec Abi Warburg pour mettre en place la bibliothèque dans un bâtiment relativement provisoire. Et quand il va sortir en 24, Warburg a déjà le projet. Donc il va bien mieux, il a déjà le projet de construire une vraie grande bibliothèque telle qu'il l'a conçue dans sa tête, une bibliothèque subjective, donc, et qui va être inaugurée en 1926. Mais comportant quel livre, c'est ça? 65 000 ouvrages. Oui, mais je comprends, mais je vais dire quel genre de livre? Autour de l'image de l'art. Ah, Spécialisé. Hein. Il y a énormément de grands, chercheurs qui ont fréquenté cette bibliothèque particulière à Hambourg dans les années 20. Et il y en avait beaucoup à cette époque, parce que c'est depuis qu'elle s'est développée surtout. Ah bon, Cassira a fait son travail sur le symbole, sur la symbolique, entre autres, mais je ne vais pas les trouver, je ne vais pas vous embêter avec ça. Il y a plein de gens qui sont passés par là. Alors ce qui est important, c'est que Abi Warburg, étant marié avec une personne de confession évangélique, donc luthérienne, il a resté demi-arien, demi-juif, et a été donc menacé en 32-33, après l'accession au pouvoir de Hitler,
directement. Mais il était protestant, lui, quand même, c'est ça, lui. Oui, mais les juifs, à la base. Ah, Bah oui. Ah oui, non, non. c'était des juifs convertis. Oui, mais ça ne comptait pas trop à l'époque. Alors, la bibliothèque de Hambourg, le bâtiment existe encore aujourd'hui. Il y a maintenant un truc de recherche sur l'histoire sociale qu'il a installé à Hambourg. Mais la bibliothèque a été très courageusement transportée quasiment en entier à Londres. Donc, la bibliothèque telle qu'elle est à l'origine est maintenant, non pas à Hambourg, mais à Londres. Et la fondation Warburg est à Londres. Bon, une partie de la famille est aux États-Unis et en Angleterre, par rapport au business. Voilà. Voulez-vous que je vous donne, avant de venir sur la pathologie, je vous donne quelques pistes sur le fonctionnement même de la bibliothèque. Alors, au moment de l'inauguration de la bibliothèque, il y avait donc 65 000 ouvrages. Il a fait une classification extrêmement subjective, c'est le principe. Lui-même, il avait un petit problème de mémoire par rapport aux fiches, par rapport aux noms. Donc c'est absolument une classification subjective où il a fait quasiment pour tout livre des fiches qui sont rangées avec une certaine logique dans des cartons. Il y a 40 cartons avec 1500 fiches. Les chercheurs qui ont travaillé dans les années 20 dans la bibliothèque ont tous eu beaucoup de difficultés à se repérer dans ce qui s'est passé dans la tête de Warburg au niveau des classifications, des rapprochements, des recoupements. Et Warburg a toujours dit, c'est pas un problème, parce que le chercheur doit être en situation de chaos avant qu'il trouve quelque chose d'intéressant, fructifiant dans sa recherche. Donc il a dit, ben, si c'est compliqué, tant mieux. Il y a 4 petits principes qui s'articulent. Le savoir s'aborde d'abord par la reconnaissance des singularités et leur agencement. Les petites choses, donc c'est une idée très ferme chez lui, des petites choses portent et font vivre les grandes choses. Voilà une conviction fondamentale de Warburg. Et les supports sur lesquels on doit travailler peuvent être extrêmement hétérogènes. Ce n'est pas un problème. L'hétérogénéité est un facteur de stimulation. Le savoir qui s'aborde donc par la reconnaissance des singularités accueille un principe subjectif comment on peut dire, qui s'est fait. Alors, c'est une loi, il appelle ça la loi du bon voisinage, qui est intéressant comme concept. Le bon voisinage, qui va ensuite suivre un agencement dans l'espace qui est là, donc vous avez au cœur de la bibliothèque une sorte d'arène, une grande salle ovale, avec des livres tout à fait autour, et ensuite des rayonnages qui partent de là. Et pour lui, c'est un agencement de recueillement, de concentré,
et en même temps de mettre en, je pense que la ligne de fuite de Deleuze est tout à fait applicable un peu dans cette affaire-là. C'est-à-dire, dans ce qui est le plus comprimé, il y a un vecteur d'extrapolation et de mise en jeu, et créer des lignes de fuite, et l'ensemble fonctionne sur un mode de laboratoire. Ça, c'est un petit peu les principes qui gèrent la bibliothèque dans sa façon de s'organiser et de fonctionner. Plus dans le détail, on a ensuite... Mais elle fonctionne. Bien sûr. Bien sûr qu'elle fonctionne. fonctionne. Ah non, j'étais pas à Londres. Ah non. Non, pas encore. Mais je ne suis pas un spécialiste de Warburg. J'aime bien regarder le rapport entre Warburg et Winsbach. Écoutez, c'est une bibliothèque de présence. Vous savez bien ce que c'est, hein, une bibliothèque de présence. On a accès aux livres, comme maintenant la nouvelle bibliothèque Et tu connais des gens qui sont allés? Non. Attends, on va les voir. Complètement bien rangé. Ah bah, oui, bien sûr, oui. Et, la bibliothèque de la rue de la BNF, Richelieu est maintenant aussi une bibliothèque de présence. Donc on peut accéder en tant que chercheur, donc c'est important la mobilité dans l'idée, et puis le rapprochement, et aussi de pouvoir faire les pas pour prendre ensuite des livres. Donc c'est une bibliothèque de présence sur 4 étages. On a donc au premier étage, on a rangé des livres et des ouvrages qui sont les problèmes sur l'expression générale et la nature des symboles, qui s'emboîtent après en suivant un cheminement allant de l'anthropologie, la religion, donc de l'anthropologie vers la religion, il y a toute une logique, hein, de l'anthropologie vers la religion, de la religion vers la philosophie, et vers l'histoire des sciences. Ça, c'est le premier étage. Deuxième étage, ce sont des savoirs, des ouvrages sur les savoirs qui sont autour de l'expression artistique, sur sa théorie et l'histoire. Troisième étage, des ouvrages qui concernent le langage et la littérature. Et le quatrième étage, c'est consacré aux formes sociales, donc des ouvrages où on restitue donc des réflexions sur les formes sociales, sur de la vie humaine, sur l'histoire, le droit, la psychologie et aussi le folklore, le folklore humain. Quatrième étage. À chaque étage, donc là c'est la base, hein, donc 1, 2, 3, 4. À chaque étage sont associées des catégories avec leurs thématiques. Par exemple, vous avez, premier étage, l'image et art préclassique et classique, art primitif, oriental, archéologie, iconographie classique, art grec, romain, art post-classique, moderne, jusqu'à nos jours. Premier étage. C'est à l'intérieur de l'étage, les thématiques. Deuxième étage, langage et langue et littérature, transmission de la littérature classique. Donc, on a auprès l'orientation et sciences, la magie, la sorcellerie, les sciences naturelles, botanique, alchimie, divination, cosmologie, mathématiques, religion et philosophie. Et une autre thématique, action et histoire culturelle, la psychologie, l'anthropologie, droit, folklore, technologie, opinion publique, statut des femmes aussi. L'ensemble de cette structure fonctionne avec des objectifs très précis, parfaitement en phase avec les centres d'intérêt de la recherche de Warburg. Alors, il les décline sur ces 4 modes. Image, conserve le matériel et il permet l'étude de la survivance des symboles et des images de l'art européen et de l'architecture. Ça, c'est la fonction. Mots, donc
Deuxième item, ça scrute le maintien et rend possible l'étude des motifs et des formes dans les langages et des littératures occidentales. Orientation, rend plastique les passages des croyances magiques vers les religions, la philosophie et les sciences. Et action, quatrième item, ça retrace la survivance et la transformation des anciens motifs en pratiques sociales et dans les institutions. Donc c'est ainsi se construit, avec cette façon d'organiser la bibliothèque, ce que lui appelle une véritable Kulturwissenschaft, science de la culture. Excite les vieilles classifications linéaires, pas d'alphabet, pas de numérique, remplacé par le principe radicalement subjectif qui fonctionne quelque part comme un organisme vivant. Voilà un peu cette idée qu'il a. Et ce qui m'a beaucoup intéressé en voyant un peu cette description du lieu, je ne pouvais pas faire économie de ce que moi je entrevois dans le fonctionnement même de la Bellevue. Parce que la Bellevue, pour moi, fonctionne également comme un organisme vivant, complet, sous forme d'un laboratoire d'exploration de la chose humaine, aussi bien pratique que du côté de la systématisation théorique des savoirs et des connaissances, parce que Binswanger était clinicien, il a toujours revendiqué, il faut revenir sur la personne, il faut revenir sur une relation entre le médecin et les patients. Mais il s'est considéré aussi comme Warburg, quelque part, en même temps, comme quelqu'un qui réfléchit sur les fondations même du savoir qu'il est en train d'explorer et appliquer et conceptualiser. Et tu y es allé à Bellevue? Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Il existe les deux grandes maisons principales qui étaient au début de la clinique, sur la rue. Je suis allé, et il existe une grande maison qui s'appelle le Parkhaus, qui était là. Auparavant, il y avait une évolution à l'intérieur de la prise en charge. Pendant très longtemps, on ne pratiquait pas la maison fermée. On voulait se distinguer aussi de la psychiatrie institutionnelle, la grande psychiatrie du 19e, en disant que voilà, c'est libre, ce sont des pavillons, à accès libre, mais comme il y avait des situations très compliquées, des gens qui étaient en grande crise, Binswanger et son père Robert a construit au début du 1903 ou 1904 une grande maison qui s'appelle le Parkhaus, qui était ce qu'on appelle l'institution fermée. Warburg a passé pratiquement tout son séjour à la Bellevue dans le Parkhaus, dans l'institution fermée. C'est le seul bâtiment qui a été préservé. Tout le parc était maintenant, c'est un parc maintenant municipal, c'est affreux. Ce qui s'est fait, ils ont rasé toutes les petites villas, il y en avait une quinzaine de locaux en tout, qui étaient rasées. Et le Parkhaus est maintenant, ironie du sort, une clinique privée. Ça a été conservé. Une clinique privée pour les veines, donc pour la circulation. C'est assez joli, je trouve. Donc. Mais pas le psychiatrique. Ah non, c'est les veines, c'est la circulation dans les jambes. Spécialisé. C'est un petit sanatorium. Donc, Alors, l'expérimentation d'une nouvelle façon de soigner et de comprendre la maladie mentale était intimement liée à l'élaboration d'un nouvel corpus théorique et une nouvelle vision de l'homme chez Binswanger. C'est pour moi, c'est comme une laboratoire pouponnière de pratique et de savoir et de connaissances. Mais il y a 2 ou 3 petits aspects encore très importants qui relient la bibliothèque dans son fonctionnement et le fonctionnement même de Bellevue. Il y a chez Warburg, en 26, quand il sort,
avec Gertrude. Gertrude, elle est importante aussi. Bing. Il y avait 3 personnes qui ont géré la... Bing. Bing. Gertrude. Gertrude. J'ai mis Gertrude parce que... Pour vous, parce que c'est le nom de ma mère. Dieu a son âme. Donc, Gertrude Bing, Saxel, Fritz Saxel et Warburg ont construit et géré la bibliothèque en Allemagne. Ils avaient une habitude qui est intéressante. Toutes les problématiques ou toutes les questions logistiques, toutes les questions de conceptualisation, juste une petite indication. Quand j'ai décrit tout à l'heure la bibliothèque, ça c'est encore une image à l'instant T, mais il faut savoir que Warburg, dans sa conception, est radical. Ça veut dire, quand il y a un chercheur qui arrive pour faire ses recherches à la bibliothèque, il apporte avec lui une approche, des idées, des hypothèses. Et bien, Warburg a dit, le chercheur qui vient de l'extérieur, ce qu'il apporte aura un retentissement direct sur l'agencement, l'organisation et la présentation de la bibliothèque. Un organisme vivant, on est toujours dans cette image, chaque pénétration de quelque chose d'intérieur fait bouger l'ensemble. C'est comme des kaléidoscopes qui sont en train de se modifier à chaque petite secousse intérieure. Donc ça, il faut le savoir. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils vont établir un carnet de notes qui retrace leur discussion en interne. Logistique conceptuelle. Donc, c'est comme une trame de travail, c'est comme un fil rouge du fonctionnement même du lieu vivant bibliothèque. Eh bien, ça m'a énormément intéressé parce que j'ai travaillé sur les premières analyses que Binswanger a fait, encore toujours en dialogue avec Freud à l'époque. Et j'ai vu un petit peu comment organiser le suivi des patients. À l'intérieur, bon, il y a le planning, l'organisation de la journée, le matin, le lever, le petit déjeuner, les activités extérieures, il y avait plein de choses. Il y avait des médicaments, pas forcément, c'était pas la première chose, mais il y avait des bains, comment dire, des sortes de mise en forme du corps, il y avait des sorties, il y avait la stimulation culturelle aussi, réflexion, l'organisation même du soin, l'observation, le patient avec les infirmiers ou infirmières qui devaient noter ce qui se passait minutieusement pour connaître un petit peu l'évolution de la personne. Donc il y a tout un dispositif logistique autour de la prise en charge du patient. Et à l'intérieur de ça, c'est comme des petites enveloppes, à l'intérieur de ça, il y a un cœur, le cœur de la rencontre avec les médecins, tous les jours, 1 heure, 1 heure et demie, parfois aussi le samedi, de la thérapie par la parole, l'application des préceptes freudiennes à l'intérieur de la clinique. Et qu'est-ce qui se passe dans cette constitution de la relation très particulière entre le patient et le médecin? Il y a un carnet navette. Carnet navette qui mentionne minutieusement les rêves, ce qui s'est passé, restitution, ce qui est passé dans la séance avec le médecin. Donc ce sont des notes, un travail donné au patient, qui remplit, qui donne le carnet ensuite à son médecin.
il y aura une discussion de ce qui est écrit dans ce carnet. Le médecin rajoute ses propres réflexions dans le carnet, redonne ça à la personne. C'est un support extraordinaire pour situer le processus même de l'élaboration de sens à l'intérieur ou ce qu'on appelle du non-sens ou de la difficulté, et qui en même temps pointe une singulière relation entre le patient et le médecin, leur reconnaissance en tant qu'homme et la reconnaissance d'un projet en commun. Et il me semble, on retrouve là un rapprochement tout à fait intéressant avec le fonctionnement même de la bibliothèque et de la façon de structurer son fonctionnement par le carnet de route entre les trois chercheurs concepteurs. Donc ça, très intéressant. Oui, mais ça, la bibliothèque a été faite par Barbeau et ça par Binswanger. Non? Non, ce qui m'intéresse, c'est l'organisme vivant qui fonctionne sur le principe d'une tenue de carnet. Ah oui. Et pour moi, l'organisme Bellevue et à l'intérieur le travail thérapeutique, analytico-existentiel, c'est fait avec un support qui est le carnet de navette, le carnet de route. Je trouve que c'est une coïncidence formidable. Formidable. Et on a une autre coïncidence assez intéressante. Warburg dit la bibliothèque, c'est pas un astre mort, hein, c'est pas un astre mort, c'est un organisme vivant. Chaque chose qui rentre, chaque chose qu'on est en train de... une plasticité intérieure, une porosité extérieure. C'est ça qui fait vivre cet organisme. Et ça, on le retrouve parfaitement dans le fonctionnement de la Bellevue, quand on regarde la grande souplesse d'accueil, la prise en compte de l'individu, de la personne, dans sa singularité, la pluridisciplinarité, on retrouve par rapport à l'extérieur, la porosité, un principe systématique de privilégier des relations systématiques avec la famille, avec le médecin extérieur, avec des amis, avec éventuellement des gens, d'utiliser des supports aussi différents. L'entretien, ça peut être aussi de l'écrit, ça peut être des lettres. Donc on retrouve le même principe de fonctionnement. Par rapport à Warburg, à la Bellevue, le médecin traitant de Warburg, il s'appelle Emden. Non, tu as raison, mais c'est par rapport à l'esthétique. Emden, c'est son médecin il est aussi psychiatre, et son médecin de famille extérieur, le confident aussi de la famille. Et Binswanger va, pendant tout le séjour de Warburg à Bellevue, va toujours travailler en étroite collaboration avec ce médecin. La famille a voulu avoir un avis complémentaire en 1820. Ils se sont adressés à un médecin très connu en Allemagne qui s'appelle Kreplin, qui est à Munich. Qui est un grand spécialiste. C'est le fondateur l'inventeur de la schizophrénie. Oui, c'est quelqu'un qui a travaillé à Heidelberg et qui a pris un professorat après à Munich. Donc, Warburg aura la visite aussi de Kreplin. D'ailleurs, au niveau du diagnostic, du premier diagnostic de Warburg, Binswanger il pense que c'est plutôt une schizophrénie, tandis que très tôt, Kreplin pense ce qu'on appelle un état mixte, maniaco-dépressif, qu'il voyait. Bon, ça avait des conséquences par rapport à la question de la guérissabilité, si on peut dire, par rapport à la possibilité de guérir. Avec la schizophrénie, à l'époque, on pensait que c'était mal parti.
avec les états mixtes, manière des principes, il y avait peut-être... Mais d'où vient cette idée alors de la fuite des idées, je vois, que l'on a alors la fuite des idées... Là que je vois, la fuite des idées que l'on attribue à Binswanger, Warburg, le savoir dans la fuite, où l'on met Warburg et Binswanger, c'est la fuite des idées, là. Oui. Bah, mais je l'ai trouvé là je l'ai trouvé déjà dans l'internet. Parce que c'est un concept, mais c'est un concept de la psychiatrie allemande, germanique ou allemande. C'est ça. La fuite des idées est un topique classique de la psychiatrie germanophone du début du XXe siècle. Nous dirions même sa découverte. Non, je ne connais pas ça. Tu regardes dans Internet, oui, je vais le regarder. Tu vois ça, ou tu verras que c'est mentionné. Je vais juste finir un peu ce petit point pour revenir sur la loi de bon voisinage, qui est aussi un des concepts de Warburg. Parce que pour Warburg, entre les polarités, c'est reste tout un continent entre des bords qu'il veut, lui, des bords bienveillants, c'est-à-dire de faire des associations, des contacts qui sont bienveillants. Donc, cette loi repose sur la reconnaissance d'une information vitale, qui ne connaît pas de hiérarchie. Chez Warburg, hein. Les agencements se font dans une sorte de bord à bord. Ça se touche pour signifier, et c'est la recherche même et le motif personnel. Donc ça se touche pour signifier. C'est la recherche même et le motif personnel qui vont ordonnancer l'organisation générale. Donc il y a le signifié qui est reconnu, il y a le motif personnel et ensuite le but de son recherche qui va orienter l'orientation générale. Le chercheur se tient donc au milieu d'un agencement singulier de documents. Cela est vraiment à prendre dans un sens quasiment physique. Nous pouvons prendre l'idée en voyant l'agencement spatial, je vous ai parlé tout à l'heure de l'arène au milieu avec le rayonnage des rayons autour. La salle ovale au milieu, à la fois enveloppe et dynamisateur des rayons autour, et amenant le chercheur à procéder à des migrations, à des échappées, afin de réagencer l'ensemble des données. Donc toujours l'idée qu'en faisant un acte particulier, on ramasse un ensemble de choses pour réorienter et refaire ressortir les choses. D'ailleurs, il y a un autre principe chez Warburg, c'est que il y a des mouvements entre la diastole et systole. Systole et diastole. La fantaisie a plutôt une fonction de systole, de trouver un équilibre, et la raison est plutôt la partie diastolique. Et c'est un grand principe qu'il a en tête par rapport au fonctionnement même de l'humain et de la connaissance. Donc on part sur ces deux bords-là. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que chez Binswanger, on retrouve là des choses qui parlent de ce principe de fonctionnement, de bord à bord. Il veut assez tôt fonder une véritable science. Warburg, une science de l'image, c'est tout à fait aussi son ambition. Science de l'image, Huberman a mis le doigt dessus.
Binswanger, lui aussi, est sur les fondamentaux. Il veut fonder une véritable science psychologique. Et à l'intérieur de cette façon de conceptualiser sa pratique, il y a la question de l'intersubjectivité. Là, il est tout à fait dans la lecture de Husserl, donc, déjà très tôt. Et aussi, ça c'est l'époque des années 20, mais dans les années 30, va venir le concept du nous, de l'ensemble, qu'il va placer au milieu de sa pensée du Dasein. Il aura l'ambition de dire, moi, le Dasein, moi je le vois à partir de la constitution de l'intersubjectivité du nous, et du concept amour à l'intérieur de ce nous. L'homme trouve. C'est même quelque chose qui est plus premier. C'est pour ça qu'il se rapproche à la fois de Heidegger et le contredit. C'est-à-dire qu'il a créé le concept de Wirheit, qui est une sorte de données comme. Il s'appuie dans l'analyse du Dasein à l'effacement, la critique de la subjectivité, comme l'appelle Heidegger. C'est en ce sens qu'il se rapproche de Heidegger. C'est-à-dire, le sujet, il n'y a pas un sujet et un objet, il y a un être au monde. Ouais, cet être au monde est caractérisé par ses existentiaux ou existentielles ou catégories existentielles qui sont la spatialité, la temporalité, qui sont ce sujet. Ils ne l'entourent pas, ils ne sont pas différents de lui, ils appartiennent à sa constitution. Et dans cela, il y a le wir également, qu'il ajoute. Ce n'est pas la même chose que chez Husserl, où il y a une constitution du nous, donc à partir du je, donc il y a une primauté, on pourrait dire, du je personne, tandis que chez Binswanger, chez Heidegger, il n'y a pas de nous non plus, il y a une indifférence dans le on, mais il n'y a pas de nous, il n'y a pas de cette sorte donc c'est pas de communauté, mais cette communauté n'est pas une intersubjectivité au sens propre du terme, si l'on veut être strict dans le langage phénoménologique. C'est quelque chose qui se rapprocherait davantage d'une donnée anthropologique fondamentale. Fondamentale, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut mettre, c'est ce qu'il veut mettre en route, effectivement. Oui, parce que l'homme pour lui, il trouve et il est en même temps sa substance. Il a les deux. À partir de sa situation donc existentielle, que Binswanger caractérise donc par un être en situation d'attachement ensemble. Bon, je lui déplie un peu comme ça. Être en situation d'attachement ensemble. C'est un être avec fondamental et non pas, alors différence, et non pas une substance d'un commun. Il faut faire attention parce que c'est pas du tout la même chose. Et là, il y a Warburg avec les bords à bord. Avec les bords à bord. Parce qu'il va dire après, ce qui n'est pas conditionné et ce qui est conditionné, le Unbedingte et le Bedingte, ils s'enchaînent à travers, et lui il utilise un terme qui n'est pas le bord à bord, mais qui est presque ça, la Bündigkeit, c'est un très beau terme, ce qui fait lien, mais physiquement, la Bündigkeit, de créer un Bund, ça veut dire que de créer une solidarité, un lien. Donc, et ça, cet aspect de la Bündigkeit, du toucher avec... Oui, ça c'est un bon terme, c'est un bon terme. C'est un beau terme. Bündigkeit. Ça, c'est un concept vraiment, parce qu'il doit réfléchir comment peut-on situer le phénomène même d'être avec.
en allemand, ça serait le petit Dasein. Être tout simplement là. Mais c'est pas la même chose. Ça fait la différence. Oui, c'est pas la même chose, mais la Dasein de Heidegger, ça serait un peu avec un grand D. Et là, on peut aussi dire, parfois c'est écrit comme ça, Dasein, mais on peut aussi tout simplement dire, quand même encore aujourd'hui, en parlant normalement, hein, c'est Dasein. Être tout simplement là. Hein. Oui, c'est ça. Être tout simplement là. Et là, il le prend sur le plan anthropologique, hein, parce qu'il va fondamental, parce que c'est pas uniquement le fait que voilà, il est là, et voilà, c'est plus que ça, c'est pas uniquement les sensations, donc c'est sur le plan de réflexion sur l'être. C'est elle, donc avec cette façon d'être ensemble, qui constitue ainsi une trame d'existence sur laquelle le psychiatre doit réfléchir au moment de sa propre prise de contact avec le monde de son patient. Cette Bündigkeit, cette façon d'être ensemble, deviendra le point d'articulation de son concept. Il réfléchira toujours la personne qui est un territoire, qui est un monde, qui est en contact direct avec une autre personne. C'est évident qu'il y a là un parallèle avec la loi de voisinage chez Warburg. Du point de vue de la méthode, Binswanger pratique, c'est encore Blankenburg qui le dit, dans la méthode, il dit, voilà, j'ai fait schrittweises Überführen, ça veut dire que je passe par petits paliers, couche par couche. C'est comme ça, il voit fonctionner hein, en tant que scientifique. Hein. Et ça passe pour lui par des opérations qui sont des densifications, rendre plus intensif, et aussi approfondissement, le rendre, faire sortir dans quelque chose de plus approfondi, du regard. Un regard, c'est un regard en vue de quelque chose. Toujours un regard en vue de quelque chose. Ça, c'est la conceptualisation de comment on peut décrire le phénomène même de comprendre une situation. Et de l'amener, de comprendre une situation vers « Ah oui, j'ai compris quelque chose ». C'est important parce que ça fait tout à fait écho à ce qui s'est passé au moment du travail thérapeutique avec Warburg. Parce que la folie de Warburg, je pourrais vous donner des citations si vous voulez, mais j'essaye de le résumer un peu. Enfin, pas la folie, mais un peu ce qui se passe là. Warburg, pendant en 23-24, il a fait la conférence sur les Indiens Hopis, sur le serpent, donc Danse des serpents. Il l'a fait en avril 1923. C'était la première fois que Warburg est sorti de son silence social et de chercheur et de scientifique. Il a repris en main, alors c'est un geste pour moi profondément analytico-existentiel de la part de Binswanger, sans que ça soit conceptualisé, parce qu'on a dit quand même, il faut ramener le chercheur Warburg sur son terrain de passion, sur sa passion, c'est de chercher et de construire, de bâtir la bibliothèque. Il faut le reconnecter avec cette expérience. Et je pense que c'est sur proposition de Binswanger, il a repris ses notes, ses carnets de son voyage en 1996 aux États-Unis, de visite chez les Indiens, où il a participé à des rituels de danse des serpents. Et qui a amené beaucoup de ces réflexions sur l'Antiquité, les images de l'Antiquité qui survivent dans la façon que l'homme du Quattrocento se donne une consistance, sont liées à ces notations de carnet chez les Hopis. Parce qu'il a vu, il s'est intéressé beaucoup à la magie, donc des sciences un peu obscures, et c'est ce qui se passe au moment où les Indiens vont réévoquer dans leur transe un certain nombre d'images, qui sont des images, comme dirait Lily Bowman, survivantes. Donc il s'est inspiré beaucoup de ça. Et
au moment où il va exposer le texte, c'est considéré comme Warburg et le retour. Le vrai Warburg et le retour. Ah, voilà un élément de mieux-être. Quand on regarde après dans le livre que je vous ai fait passer là, on a toutes les stations ensuite. Et ça c'est passionnant je trouve dans le livre, de voir petit à petit un éclaircissement du rapport entre la fantaisie et la rationalisation. C'est-à-dire, pour moi, pour le traduire, entre ce qui relève strictement du cosmos égologique, Warburg, dans sa folie, et que ce qui relève de l'ouverture au monde, de la relation avec les autres, de penser les objets dans leur attachement, de réfléchir à nouveau et de faire un peu comme rentrer dans la communauté à nouveau des chercheurs de son domaine et aussi être parmi les autres. Donc, ça c'est bien intéressant hein, dans ce truc-là, parce qu'en suivant un petit peu la façon que Warburg va restituer les différents épisodes. Je vous donne un exemple un peu comme ça. En 1922, Binswanger va faire une conférence, parce qu'il a beaucoup travaillé sur Husserl. Il va faire une conférence qui est remarquable sur la phénoménologie. Et c'est une conférence, il va exposer ce qu'il lui comprend de la phénoménologie, en lien aussi avec son entreprise de soins de l'homme, hein, d'être là en tant que clinicien. Il fait cette conférence à la Bellevue. Et Warburg assiste à la conférence. Alors, remarquez, c'est quand même bien de le citer. Vous me donnez juste une minute, je vais retrouver le... C'est vraiment passionnant hein, de voir un petit peu ce cheminement dans la façon que la folie décline petit à petit, sort de structuration de l'être, petit à petit. Ça se diminue. Je l'ai mis... où est-ce que je l'ai mis? Oui, maintenant il était dans ce livre, les livres, dans les livres que tu as. Ouais, non mais cette conférence. oui, non mais je les retranscris. Hein. Ça c'est le... Désolé, hein, excusez-moi. Hein, je suis dans les papiers, ça c'est pas là. Voilà. Donc ça c'est en 22, hein, c'est avant la conférence en 23, qui est considéré comme un point de basculement vers du mieux. Encore qu'on va voir après dans la description clinique que c'est complètement entrecoupé avec des crises assez violentes en même temps. Mais c'est quand même intéressant comment il le restitue. Sur la conférence de Binswanger, sur la phénoménologie, il dit: il m'est à nouveau clairement apparu comme le thème propre à ma psyché, et grâce au traitement duquel je voudrais introduire des contributions que je souhaite faire de la connaissance de la psyché, saine et malade, d'un homme cérébral. Je voudrais choisir comme titre, donc je vais vous donner les titres, Images et signes, et comme sous-titre, Sélection phobique de la fonction de la mémoire en image. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, du point de vue de l'évolution de la pathologie, hein, c'est qu'il est encore complètement dans un espace complètement écologique, parce qu'il va prendre l'occasion d'écouter
Binswanger sur la phénoménologie. Il va dire bah, il a des choses intéressantes d'ailleurs par ailleurs, donc il va louer l'exposé de Binswanger. Mais il s'est mis en situation de je vais donner moi une définition précise de ce rapport entre image et signe. Mais il donne juste le titre. Il est arrivé à mentionner un projet, mais qui n'est pas déclinable, encore, il n'est pas exploitable. Ensuite, après la conférence, il a lui-même restitué un petit peu comment il a vécu la conférence en 23. La conférence sur les Hopis en 23. J'ai parlé 1h30 sans lire mes notes. Et je n'ai pas perdu le fil et j'ai proposé des observations ordonnées au sujet de la psychologie de la culture.